Merci. Les images que vous venez de voir sont celles d'une attaque impressionnante qui a eu lieu dimanche dernier, le 14. La cible, un immeuble résidentiel situé dans la ville de Gaza. En quelques minutes, il était complètement détruit. Merci. Merci. Réduit en décombres. Selon les forces de défense israéliennes, le bâtiment était utilisé par le Hamas pour coordonner des activités terroristes. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, lundi, une série intense de bombardements stratégiques a frappé la région. Pendant ce temps, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, se trouvait à Jérusalem pour discuter de la guerre. Alors, dans la nuit du mardi 16, les choses ont rapidement changé. Israël a décidé de lancer une opération grandiose et de tenir une promesse faite il y a presque 2 ans. Cette promesse a été faite juste après les attaques terroristes du 7 octobre 2023. À ce moment dramatique, Netanyahou a déclaré qu'Israël ne se reposerait pas avant d'avoir complètement éliminé le Hamas de Gaza. Il ne parlait pas seulement de vaincre, mais de détruire totalement la capacité du groupe à gouverner et à opérer militairement. Depuis lors, Israël a contrôlé environ 75% de la bande de Gaza. Mais... la ville de Gaza restait le dernier grand bastion du Hamas. Mais maintenant, l'opération Char de Gédéon 2 représente l'accomplissement final de cette promesse, et le nom n'a pas été choisi au hasard. Gédéon était un guerrier biblique qui a vaincu une armée ennemie, bien supérieure en nombre. Le nom semble indiquer qu'il s'agira de la bataille finale, et peut-être décisive, contre le Hamas. Dès le début de l'offensive, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré que la bande de Gaza est en flammes. Il a dit « Les forces de défense frappent d'une main de fer l'infrastructure terroriste, et les soldats se battent courageusement afin de créer les conditions pour la libération des otages et la défaite du Hamas. Maintenant, laisse-moi te montrer l'ampleur de cette opération. Car elle est impressionnante. Israël a mobilisé 2 divisions complètes des forces de défense israéliennes pour avancer sur la ville de Gaza. Une 3e division reste en réserve stratégique, prête à renforcer des secteurs spécifiques selon les besoins. Les chiffres sont surprenants. Des dizaines de milliers de réservistes ont été appelés, certaines sources mentionnant jusqu'à 80 000 nouveaux soldats. Et cette mobilisation massive de réservistes a lieu pour une raison très spécifique. Après près de 2 ans de combats ininterrompus, de nombreux soldats des troupes régulières sont épuisés. Certains ont combattu sans interruption pendant plus d'1 an. Israël a besoin de soldats reposés et prêts à affronter ce qui promet d'être la phase la plus intense et la plus difficile de la guerre. La stratégie militaire a aussi totalement changé. Jusqu'ici, Israël était confronté à un problème récurrent. Les attaques éclairs suivies de retrait du Hamas. Ce qui se passait, c'était à peu près cela. Les forces israéliennes nettoyaient un secteur, vainquaient les cellules terroristes, mais ensuite elles découvraient que de nouveaux combattants armés apparaissaient ailleurs. Le Hamas avait une incroyable capacité à se regrouper et à reconstituer ses forces. C'est alors qu'Israël a décidé de changer sa doctrine militaire, cherchant à briser ce cycle sans fin. La nouvelle stratégie consiste désormais à nettoyer, maintenir et nier. Cela signifie, en d'autres termes, qu'ils ne veulent pas seulement vaincre l'ennemi,
mais consolider le contrôle territorial de façon permanente. Et cela représente un changement important. Ils sont passés d'opérations ponctuelles à une occupation à long terme. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle approche exige d'immenses ressources. En plus de troupes reposées, il faut des renseignements précis et un engagement durable pour maintenir les zones conquises. Les analystes militaires estiment que les combats pourraient durer au moins 6 mois. Et le contexte dans lequel cette bataille se déroule rend tout encore plus difficile. C'est parce que la ville de Gaza a été réduite à un champ de ruines après des mois de bombardements intensifs. Ces ruines offrent une couverture presque parfaite aux combattants du Hamas. Ils peuvent tendre des embuscades dévastatrices et disparaître en quelques secondes, profitant de chaque débris comme protection. Le combat urbain est considéré comme l'un des plus difficiles dans la guerre moderne, mais combattre au milieu des ruines porte cette difficulté à un niveau extrême. Chaque mouvement doit être calculé, chaque avancée soigneusement planifiée. Pendant ce temps, la diplomatie travaille en coulisses. La visite de Marco Rubio à Jérusalem n'était pas une simple coïncidence. Les États-Unis maintiennent leur soutien public à Israël, mais exercent également une pression discrète en faveur d'une solution diplomatique. Rubio a transmis un message direct de Trump. Les États-Unis soutiennent le droit d'Israël à l'autodéfense, mais souhaitent en même temps un cessez-le-feu lié à la libération des 48 otages, toujours détenus par le Hamas. Mais Rubio semble pessimiste lorsqu'on parle d'un accord avec le Hamas. Il pense qu'il reste peu de temps pour les négociations, quelque chose comme seulement quelques jours, ou, au maximum, quelques semaines. Cela indique que la voie diplomatique pourrait être pratiquement fermée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une action controversée d'Israël, réalisée quelques jours avant l'offensive terrestre. Cela l'a bien démontré. Israël a attaqué des dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar, précisément au moment où ils participèrent à des négociations de cessez-le-feu. Netanyahou a défendu cette attaque, affirmant qu'Israël a le droit de poursuivre les terroristes partout dans le monde. Mais cette action a eu de grandes conséquences diplomatiques. Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur crucial entre Israël et le Hamas, a fermement condamné l'attaque. La communauté internationale a également réagi négativement. Et plus important encore, Trump s'est publiquement distancié de la décision, affirmant qu'elle avait été prise uniquement par Netanyahou. La situation humanitaire à Gaza complique encore davantage l'opération militaire. C'est parce que plus d'1 million de Palestiniens sont concentrés dans la région de la ville de Gaza et les zones voisines. Israël accuse le Hamas d'utiliser systématiquement ces civils comme boucliers humains, les empêchant d'évacuer vers des zones plus sûres. Selon les estimations, 200 000 personnes ont réussi à quitter la ville avant le début de la nouvelle offensive. Cette situation place les forces de défense israéliennes devant un problème complexe. Après tout, comment vont-ils mener des opérations militaires efficaces, au milieu d'une population civile dense, alors que l'ennemi se cache délibérément parmi les civils? Israël a déjà donné quelques indices sur la façon dont il compte y parvenir. Des sources proches du ministère de la Défense israélien assuraient que l'avancée sera lente et méticuleuse, afin de protéger à la fois les soldats et les civils. Qu'est-ce qu'il fera avec Qu'est-ce que le Brésil? Que va devenir notre société? Cela implique aussi une opération plus longue et coûteuse. Au sein d'Israël, il y a des divisions importantes concernant cette stratégie. Des manifestations massives ont envahi les rues ces dernières semaines, avec des centaines de milliers d'Israéliens, exigeant un accord diplomatique qui donne la priorité à la libération des otages. Les familles des personnes enlevées soutiennent que la pression militaire met leurs proches en danger encore plus grand. L'opposition politique menée par Yair Lapid critique sévèrement l'opération,
Lapid a qualifié le plan de désastre qui va à l'encontre du Conseil des experts en sécurité israélien. Il soutient que cela entraînera la mort de plus de soldats et d'otages, sans atteindre d'objectifs clairs. Il y a aussi certains secteurs de la communauté militaire et de la sécurité en Israël qui préconisent une approche plus prudente, en privilégiant un accord pour les otages, plutôt qu'un assaut à grande échelle. Ces spécialistes craignent qu'un combat urbain intense n'entraîne la mort des otages restants, comme cela s'est déjà produit auparavant. On ne peut pas le nier. Cette tension entre la direction politique et les militaires reflète un débat plus profond sur les objectifs de la guerre. Netanyahou défend l'idée d'une victoire totale, c'est-à-dire la destruction complète du Hamas. Ses détracteurs estiment que cet objectif pourrait n'être qu'une illusion dangereuse. L'opération fait également face à une pression internationale croissante. Plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, ont indiqué leur intention de reconnaître un État palestinien en réponse au conflit. Netanyahou reconnaît cet isolement croissant, mais il affirme qu'Israël doit être prêt à y faire face et à devenir plus indépendant, notamment dans l'industrie de l'armement. Il voit la pression internationale comme une guerre psychologique contre Israël. Mais au final, que peut-il se passer à partir de maintenant? Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, les scénarios futurs pour l'opération Char de Gédéon 2 varient considérablement. Dans le meilleur des cas pour Israël, les forces de défense parviennent à prendre le contrôle opérationnel de la ville de Gaza, éliminent les principales cellules du Hamas et établissent une présence militaire stable. Cela permettrait de déclarer la victoire totale que Netanyahou défend depuis 2 ans. Mais ce scénario optimiste entraîne d'énormes coûts. Israël assumerait la responsabilité de gouverner un territoire dévasté, avec plus de 2 millions d'habitants, une infrastructure détruite et un profond ressentiment contre l'occupation. Cela exigerait d'immenses ressources militaires et économiques pendant des années, voire des décennies. Le scénario intermédiaire implique une impasse militaire prolongée. Le Hamas, même affaibli, pourrait conserver une capacité de guérilla urbaine pendant des mois ou des années. Israël contrôlerait le territoire sur le papier, mais ferait face à des attaques constantes, des pertes continues et une pression croissante pour trouver une solution politique. Le pire scénario pour Israël serait un événement catastrophique, impliquant de multiples pertes parmi les soldats ou les otages. Et cela pourrait laisser Israël dans une position stratégique pire qu'avant l'opération. Une chose est devenue très claire. Pour le Hamas, la stratégie est simple. Ils veulent seulement survivre. Survivre assez longtemps pour forcer Israël à accepter un cessez-le-feu qui préserverait au moins une partie de sa structure organisationnelle. Ils savent que chaque jour de résistance augmente les coûts politiques et militaires pour Israël. Dans ce sens, le temps joue en faveur du Hamas en Israël. En effet, plus l'opération dure, plus l'usure interne en Israël et la pression internationale seront grandes. Le groupe terroriste semble parier que le coût politique de la poursuite de la guerre finira par dépasser la détermination de Netanyahou à obtenir une victoire totale. Mais les choses ne seront pas si faciles pour eux. Marco Rubio a déjà indiqué que la patience américaine a ses limites. Bien que les États-Unis continuent d'apporter un soutien public à Israël, la pression augmente pour que l'opération produise rapidement des résultats concrets. Comme vous pouvez le voir, l'opération Char de Gédéon 2 représente bien plus qu'une simple campagne militaire. C'est un pari à haut risque. Netanyahou croit qu'une victoire militaire totale est la seule façon de garantir la sécurité d'Israël à long terme. Ses détracteurs estiment que cette approche ignore les réalités politiques et pourrait accroître l'instabilité régionale. Une chose est certaine, les prochaines semaines et les prochains mois révéleront quelle vision s'avérera correcte. Et vous? Quel est votre avis sur cette opération? Pensez-vous qu'Israël parviendra à éliminer définitivement le Hamas de Gaza? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. À la prochaine!